Bonjour, ici Rodolphe Simoneau et je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo sur le juste à temps. Alors on va voir un petit peu ce qu'est le juste à temps et pour ce faire je vous propose trois points dans cette vidéo. Le premier c'est, on va parler un petit peu de comment les inventaires sont là pour cacher les problèmes de production qu'on peut avoir dans les entreprises. Le deuxième point que je voudrais passer en vue avec vous, ce sont les deux conditions nécessaires à avoir avant d'implanter une politique de juste à temps dans une entreprise. Si vous n'avez pas ces deux conditions-là réunies, vous ne pourrez pas avoir de succès avec une politique de juste à temps lorsque vous allez essayer de la déployer. Et troisième point, ce sont les trois principes fondateurs d'une politique de flux en juste à temps, qui sont donc le flux continu, le temps tact et le flux tiré. Donc on va regarder un petit peu en détail ces trois principe fondateur du juste à temps. Alors le juste à temps va obliger les entreprises à réduire leur niveau de stock. Alors je vous reprends en exemple la célèbre image du bateau qui vogue sur l'eau avec les rochers au fond de l'eau. Alors les rochers représentent les différents soucis de production, de logistique, ou les problèmes que vous pouvez vivre avec votre système opérationnel qui font que vous n'êtes pas capable nécessairement de livrer à temps client. Et par-dessus, vous rajoutez de l'eau. Donc l'eau représente en fait le niveau d'inventaire et vous faites voguer votre client sur l'eau et tant que le client ne rencontre pas de rocher, tout se passe bien pour lui, il est capable de naviguer comme il le souhaite. Donc l'idée c'est, plus vous mettez d'eau entre le bateau et les rochers, moins vous aurez d'accrochage entre le client et les problèmes de production qu'il y a tout au fond. Pourtant les problèmes de production sont bien là, vous avez des problèmes au niveau des longs changements de série, des gens qui ne respectent pas les standards, des problèmes de machines qui ne démarrent pas au bon moment. Il peut y en avoir énormément de problèmes. Et donc, pour pallier à ces problèmes-là, on va mettre un peu plus de stock pour s'assurer que même si les problèmes grossissent, pour s'assurer que le bateau soit maintenu à flot et ne heurte pas les écueils, on va rajouter de l'inventaire. Le juste à temps a une politique complètement différente, donc elle vise la réduction des inventaires et qui va mettre à jour les problèmes de l'entreprise et ça va forcer l'entreprise à devoir résoudre ces problèmes-là pour être capable de satisfaire le client avec un niveau d'inventaire plus bas. Alors sachez que, ce n'est pas le but ici, mais sachez que dans les inventaires, il y a beaucoup d'argent qui est mobilisé par l'entreprise, donc réduire les inventaires va permettre nécessairement à dégager du cash pour l'entreprise et de l'investir ailleurs. Mais pour cela, il faut réduire la taille de ces rochers qu'il y a au fond de l'eau. Et donc on l'a vu un petit peu dans la vidéo précédente au niveau de la gaspillage et des valeurs ajoutées. Donc on retrouve énormément de ces écueils-là dans les 7 gaspillages, dans l'inflexibilité, dans la variabilité qu'on peut rencontrer dans les systèmes de production. Alors je vous avais dit qu'il y avait deux conditions importantes à réunir avant d'implanter une politique de juste à temps. C'est tout d'abord de niveler la demande client et deuxièmement c'est de stabiliser les processus. Ce sont les deux conditions nécessaires avant de déployer du juste à temps si vous voulez avoir du succès. Alors quand je dis niveler la demande, ce qu'on appelle aussi en termes lean ou japonais, on appelle ça ejunka. Donc le but c'est d'avoir des ordres de production lissés sur le temps, sur le mois, sur la semaine ou sur l'année, de manière à ce que l'ordre de production maximum et minimum, que l'amplitude entre les deux soit pas trop importante, de manière à ce que, comme vous allez designer votre système de production pour rencontrer les pics, les maximums, et quand vous êtes au minimum, qu'il n'y ait pas trop de ressources, d'équipements, de personnes qui soient, entre guillemets, en attente de quelque chose à faire. Donc c'est niveler la production pour diminuer l'amplitude sur les ordres de production. Le deuxième point, c'est donc, on l'a dit, stabiliser les processus. On ne peut pas avoir une politique de juste à temps si la machine démarre une fois sur deux. Vous ne pouvez pas être à l'heure chez le docteur ou être pleinement confiant d'être arrivé à l'heure chez le docteur si votre voiture, vous êtes sûr qu'une fois sur deux, elle ne va pas démarrer. Donc il faut d'abord régler ces problèmes-là de stabilité des processus opérationnels avant d'aller dans une politique de juste à temps, sinon vous allez droit dans le mur, vous allez avoir des problèmes de rupture de production et ça va se traduire par des clients qui ne sont pas livrés, de la frustration et voilà, je t'avais dit, le juste à temps c'est de la connerie et ça ne marche pas. Alors le juste à temps, ça exige trois conditions opérationnelles. La première c'est une taille de l'eau réduite. Idéalement,
le pièce à pièce. Donc on veut aller vers une politique de flux continu. L'idée en arrière du flux continu, c'est d'arrêter de cloisonner les différentes étapes pour diminuer les inventaires entre chacune des étapes, ce qu'on appelle le working process, les encours. Donc diminuer ces encours-là et prendre une pièce, de la faire de A à Z avant de l'acheminer à son étape suivante ou directement pour la distribution. Donc le premier élément du juste à temps, c'est aller vers le flux continu et le flux pièce à pièce idéalement. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le temps tact. Le temps tact, c'est comment on va réguler notre processus sur la demande client. Ça va permettre de relier le temps d'exécution des différentes activités de votre processus de production à la demande client, de manière à produire ce qu'il faut selon la demande du client. Pas plus, pas moins, juste ce qu'il faut pour satisfaire le client. Et le troisième élément, c'est un processus, des étapes de processus qui sont liées par un flux tiré. Donc le flux tiré, on va pouvoir l'obtenir avec des Kanban, par exemple, entre les différentes étapes du processus. Donc c'est relier les processus les uns entre les autres à l'aide de Kanban, de manière à contrôler visuellement le flux et de savoir quel processus doit fournir à tel autre pour satisfaire la demande client la demande qui est régulée sur la demande client grâce au temps tact. Donc c'est les trois dimensions importantes du juste à temps. La taille de l'eau réduite, un processus régulé par la demande client et des processus reliés entre eux par un flux tiré. On l'a dit, le flux continu, qu'est-ce que ça va nous apporter? Ça va nous permettre de diminuer fortement les encours, parce que de l'étape A à l'étape B, avant j'avais l'habitude que ce soit deux personnes différentes, et donc la personne A fabriquait son étape 1, faisait un encours pour l'étape B, et chacun travaillait de façon cloisonnée, et donc empilait, soit on avait trop en amont, ou on avait trop en aval, et soit attendait, ou soit était tout le temps en train de devoir produire sans égard à la demande client. Donc l'idée d'aller vers un flux continu, c'est chacun fait de A à Z le processus de fabrication, et dès que j'ai fini, hop, je achemine jusqu'à la dernière étape de fabrication, de façon à avoir un flux pièce à pièce. On n'est pas toujours capable d'aller vers ce type de flux continu. L'idée, c'est de s'en rapprocher le plus possible, de manière à avoir un flux continu le plus possible, de manière à diminuer tous ces encours qui sont générés par des processus trop cloisonnés. Alors, le flux continu, qu'est-ce que ça va permettre? Ça va aussi permettre de sortir très rapidement la première pièce bonne de la ligne de production et de savoir si ça répond bien à la demande client. Si on fabrique des sandwichs à la moutarde et qu'on en fabrique 50 et qu'on attend que les 50 soient produits, puisqu'on a mis toutes les 50 tartines, après on a mis la moutarde, après on a mis le jambon, puis après on a mis la dernière tartine du dessus, et qu'on livre tout au client qui avait commandé 50 sandwichs, plutôt que d'en faire un de A à Z, de le donner au client, puis on dit attends le deuxième. Dans le premier cas, il va avoir attendu longtemps pour dire finalement mes sandwichs, je ne les voulais pas à la moutarde, je les voulais au ketchup, alors que dans le deuxième cas, il va rapidement voir que c'est de la moutarde, il va rapidement réajuster sa demande, et on n'aura pas 50 sandwichs sur les bras à la moutarde que personne ne veut. Donc c'est un peu aussi ça l'avantage du flux continu. L'autre avantage que le flux continu va permettre de mettre en place, c'est la polyvalence parmi les personnes qui travaillent en flux continu. Donc, dans les approches par lot, chacun donc est cloisonné dans les étapes de fabrication auxquelles il est assigné, et donc il n'y a pas nécessairement de collaboration entre les différentes cloisons, ou en tout cas il peut y en avoir de mise en place, mais de façon ultime, visuellement, ça ne saute pas aux yeux, et donc chacun va réaliser son étape indifféremment des autres étapes. Dans l'approche en flux continu, comme tout le monde fait de A à Z les étapes de fabrication, tout le monde est capable de remplacer tout le monde. Et ce qui fait que quand on va avoir une demande client, donc le TAC dont on va parler juste après, quand on va avoir une demande client qui va diminuer d'un tiers par exemple, sur une cellule de fabrication avec 3 personnes qui sont cloisonnées, les 3 personnes vont travailler 33% de temps de moins. Mais en aucun cas, on est capable de libérer complètement une des 3 personnes pour aller faire autre chose. Donc on ralentit la cadence de production, on les fait faire autre chose, mais
c'est plus difficile à gérer que dans une approche à flux continu, dans laquelle, comme chacun est capable de faire de A à Z les étapes de fabrication, et que la demande nominale est diminuée de 30%, on fait sortir un des 3 opérateurs, les 2 autres sont capables de satisfaire aux 66% restants de la demande, à 2, puisqu'ils font tous les 2 les mêmes étapes de fabrication, et la 3e personne est capable, par exemple, d'aller participer à un Kaizen, à un projet d'amélioration continue, sur un autre volet du système opérationnel pour améliorer un autre volet de la chaîne d'approvisionnement. Donc c'est aussi l'avantage de la polyvalence que l'on peut retirer dans l'approche à flux continu. Alors on va parler un petit peu du temps tact pour résoudre les problèmes d'attente. Alors qu'est-ce que c'est que le temps tact? Alors, le temps tact est le rythme de production basé sur la demande client. Alors, il s'exprime en temps, donc en secondes, en minutes, en heures, dépendamment dans quel type d'industrie vous pouvez vous situer. Bien souvent on en parle en secondes. C'est donc le temps de production que vous avez disponible, par exemple, dans une journée de production, donc 8 heures par exemple, sur le nombre d'unités que va demander le client dans ces mêmes 8 heures. Donc, je ne sais pas si le client demande 8 voitures sur une journée, le temps tact serait donc de 3600 secondes pour le temps tact de l'usine. Donc chacune des opérations de l'usine doit être effectuée à l'intérieur de 3600 secondes. Bon, évidemment, les temps tact ressemblent plus à des trucs comme 50 secondes, 60 secondes, 1 minute, plutôt de cet ordre de grandeur-là. Mais le temps tact va vous permettre de visuellement savoir quelles sont, dans vos étapes de production, quelles opérations ne répondent pas à la demande client et quelles opérations doivent être soit améliorées en termes de temps, soit redistribuées de manière à être en dessous du temps tact. Parce que vous vous doutez bien que s'il y a une seule des opérations de la chaîne de fabrication qui dépasse le temps de tact, et à ce moment-là, la demande client ne pourra pas être rencontrée et ce qu'on appellera dans le processus de fabrication une contrainte. Après, si tous les processus sont en dessous du temps tact, et le plus élevé des temps de chacune des séquences, ce qu'on appellera le goulot d'étranglement, qui n'est pas nécessairement un problème pour rencontrer la demande client, mais qui est certainement l'opération sur laquelle il faut avoir un œil en tout temps pour s'assurer qu'on ne dévie pas, puisque c'est l'opération goulot. Donc la 3e partie d'une politique en juste à temps, c'est l'utilisation du flux continu. Alors, on va utiliser ce qu'on appelle des Kanban pour tirer le flux. Donc un Kanban, ça va permettre de donner le signal d'arrêt ou de début de production à chaque étape du processus N en tenant compte de la demande générée par le processus N plus 1. C'est-à-dire que dans l'étape de production N plus 1, je vais signaler via un Kanban, donc c'est physiquement, ça me dit est-ce que je dois produire des pièces dans le processus N-1 ou pas, et si je dois en produire, combien je dois en produire. Donc de cette façon-là, le processus N est rattaché au processus N plus 1 par ce Kanban-là, et chacune des opérations en amont est gérée par le temps de tact pour être en mesure de répondre à la demande client. Donc chacun des Kanban, entre chacune des étapes de production, va réguler à la fois dans le temps, mais aussi visuellement, le déclenchement de oui, je commence à produire, ou non, je ne produis pas, il y en a suffisamment en amont pour continuer à produire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé pour mieux comprendre un petit peu le juste à temps. Prochaine vidéo, on parlera de Jidoka, et en attendant, rendez-vous sur le site www.leandigestion.fr pour en savoir un petit peu plus sur le Lean Management et vous expliquer un petit peu tout ce qu'on a oublié de vous dire sur ce sujet.